Avant de nous intéresser au mythe, numéro 9, j'aimerais revenir sur la vidéo précédente et j'ai eu quelques commentaires très intéressants, qui indiquaient qu'il y avait, dans la vidéo du mythe numéro 8 une confusion entre, propriété et souveraineté. Parce que je précisais que, hem, seuls 5,6 des terres appartenaient, au Fonds national juif au moment de la partition en 1947, et alors que les Juifs se voyaient accorder, plus de 56 du territoire de la Palestine, mandataire. Donc on disait qu'il y avait une confusion entre propriété et souveraineté. Et puis, seconde remarque, que la notion d'État westphalien arabe n'existait pas en Palestine. Donc j'ai répondu à ce commentaire. Alors je vais rapidement faire un petit résumé. Donc, à mon humble avis, cette absence d'État, westphalien ne légitime pas pour autant une colonie de peuplement, hein, au détriment des autochtones. Il est d'autant plus singulier d'appeler, cette victoire, cet achèvement de la colonisation, une guerre d'indépendance, parce qu'on ne peut pas à la fois coloniser et accéder à l'indépendance. Et quant à la notion d'État westphalien, bien entendu, c'est relatif, mais c'est tout récent dans l'histoire de l'humanité. Mais quand on lit, par exemple, Jérusalem 1900 de Vincent Lemire, on se rend compte que les réformes ottomanes du 19e siècle, eh bien, avaient créé une espèce d'État régalien, westphalien, avec des réformes du statut foncier, de l'administration, des infrastructures également. On a également l'élection de parlementaires de différentes confessions, hein, des musulmans, des chrétiens et des juifs qui étaient représentés au Parlement d'Istanbul. Il y a également l'établissement de consuls à Jérusalem. Et donc, par ailleurs, il faudrait aussi remarquer que cet argument pourrait très bien se retourner contre le sionisme, parce que ce n'est pas comme si un État westphalien juif existait en Palestine et que le sionisme pouvait se revendiquer de cet État-là. Bon, bien sûr, sauf si le royaume de Juda était un État westphalien, mais bon, cela remonte à tellement longtemps qu'il est difficile de retracer tout cela. Et puis, une dernière remarque par rapport à la souveraineté, propriété, la différence, hein. L'exemple, au 19e siècle, hein, beaucoup de propriétaires terriens, donc notion de propriété, étaient des chefs de tribus, locales, donc il y a une souveraineté, du moins une autorité sur ce territoire. Et puis, ce territoire était lui-même concerné par les réformes ottomanes, du titre foncier, dans le domaine de l'agriculture, et cetera. Que la période ottomane n'a jamais été une colonie de peuplement, hein, il faut le rappeler. Et puis, très important par rapport à la corrélation entre les 2, les terres dont on parle sont devenues la propriété d'un État colonial, parce qu'Israël a annexé ces terres par la force, en y étendant donc sa souveraineté et en empêchant les précédents propriétaires et cultivateurs d'y accéder. Par ailleurs, cet argument, du titre foncier, de la conservation foncière, eh bien, est à relativiser, est à mettre dans son contexte aussi, parce qu'au 19e siècle, au Royaume-Uni, par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, eh bien, c'était tout à fait marginal, et ce n'est pas pour autant qu'un Italien aurait pu arriver un jour et prétendre que ces terres lui appartenaient parce que les Romains avaient dominé la région il y a 2 millénaires. Et puis, il faut vraiment comprendre avec Henri Laurence, hein, que la propriété et souveraineté, eh bien, sont 2 notions étroitement liées dans le mouvement sioniste avant 1947. C'est-à-dire que la conquête du territoire par la propriété pour une future souveraineté juive. Toutes les terres acquises par les sionistes n'étaient pas exploitées, hein, c'était une arme politique. C'était accompagné de l'expulsion des paysans, notamment. Et puis, Henri Laurence nous l'explique, hein, il explique que la territorialisation de la communauté juive est indissociable de son passage à l'État. Elle implique une déterritorialisation de la population arabe et le refus de son accession à l'État. Euh, et on parle également de plans de développement dont l'objectif fondamental, et peut-être même unique, est de procéder à un vaste transfert foncier en faveur de la communauté juive au détriment de la population arabe. Donc en fait, toutes ces terres, eh bien, vont être transformées en instruments militaires, hein, du point de vue du recrutement. Donc, comme l'explique Henri Laurence, les cadres, les troupes de choc, mais aussi ça aura une importance géographique parce que chaque colonie sera
un fort armé dans un espace arabe qui est résistant. Donc les deux sont étroitement liés. Et cela sera une tendance, hein. Par exemple, le sionisme est un mouvement politique extrêmement ethnocentré, hein. Il est difficile de concevoir que la majorité des terres ait pu appartenir à une autre population que les juifs, et de préférence aux Ashkénazes, qui étaient non seulement l'écrasante majorité de la population de l'époque, mais aussi l'élite, et ça le sera pendant très longtemps. Donc, même les Palestiniens, hein, ce qu'on appelle les Palestiniens de 48, ceux qui sont restés sur place, qui n'ont pas été expulsés ou qui n'ont pas fui, eh bien, ils ont été déplacés de force à l'intérieur d'Israël, ils ont été dépossédés. Il y a beaucoup d'exemples, mais il y a notamment deux villages maronites, hein, Ikrit et Badam, dans le nord de la Palestine mandataire, pas très loin du Liban, où les habitants avaient été déplacés de force, interdits de retour, et leurs propriétés avaient été confisquées par l'État malgré les appels. Donc, la notion de territoire et de souveraineté est étroitement corrélée dans le sionisme. Alors, mythe numéro 9, c'est tout opposant au sionisme est antisémite, voire nazi. Alors, j'aimerais commencer par une citation, hein, d'Élie Dupré dans un article, dans un papier très intéressant que nous voyons ici. Alors, il parle d'Améry, donc la citation que nous voyons, donc il affirme qu'il ne se sent juif que lorsqu'il sent qu'il y a effectivement une persécution, une injustice, une discrimination à l'égard des juifs. Alors il cite quelques exemples, hein, notamment le refus d'accepter l'adhésion des juifs dans certains clubs, dans certains endroits, et puis il met cela en parallèle avec un chef d'État arabe qui exige qu'Israël soit rayé de la carte. Et il explique, hein, que ça le touche jusqu'à la moelle. Et Élie Dupré fait remarquer que ces exemples ne sauraient être mis sur le même plan, parce que c'est la dimension coloniale qui est tue. Refuser un juif dans un endroit parce qu'il est juif, eh bien entendu que c'est antisémite et que c'est de la discrimination. Mais refuser l'existence de l'État d'Israël pour un arabe, c'est tout simplement, de Palestine en tout cas, c'est tout simplement une réaction spontanée et tout à fait légitime, que comprenaient même les premiers dirigeants israéliens et sionistes, bien avant la création de l'État d'Israël. Déjà, dès la fin du XIXe siècle, Asher Ginsberg, dont nous avons déjà parlé, expliquait que les sionistes gagneraient, ou bien les proto-sionistes, parce qu'on n'est pas encore tout à fait à ce moment-là, c'est quelques années avant Theodor Herzl, eh bien, il propose, hein, que les proto-sionistes, hein, cherchent la sympathie des Palestiniens en les approchant de manière courtoise et respectueusement, mais ils font tout le contraire. Il explique qu'ils étaient en quelque sorte asservis dans l'exil, hein, notamment en Europe, hein, en Europe occidentale, centrale et orientale, et puis que soudainement ils se trouvaient libres avec une liberté illimitée, et une liberté illimitée qu'on ne retrouvait qu'en Turquie, c'est-à-dire dans l'Empire ottoman. Donc cette notion aussi de différence de traitement est indiscutable. L'Empire ottoman jouira pendant très longtemps de cette réputation de tolérance envers les juifs, hein. Un rabbin français au XVe siècle, XVe, XVIe siècle, proposait à ses coreligionnaires d'Europe de s'installer en Terre Sainte, de s'installer en Palestine, parce que les Ottomans étaient beaucoup plus cléments que les chrétiens européens par rapport à leur traitement des Juifs. Alors Asher Ginsberg poursuit. Euh, Ils étaient esclaves dans la terre de l'exil, et puis cette liberté soudaine leur a amené vers une tendance au despotisme. Euh, Ils traitent les sionistes ou proto-sionistes traitent les Arabes avec hostilité et cruauté, les privent de leurs droits de manière déloyale, les blessent sans raison et se targuent de telles actions. Et puis ils mettent en danger que ça va finir par se retourner contre les sionistes parce qu'ils ne mesurent pas la dangerosité de cette position, et puis que les Palestiniens, le jour où ils comprendront le dessein sioniste, eh bien ils se révolteront, ils ne se céderont pas leur place. Il écrit en 1891. Mais cette lucidité est tout à fait présente chez les leaders sionistes, hein.
Par exemple, Ben Gourion, on a cette célèbre citation, hein, en 1956, il écrit: «Pourquoi les Arabes feraient-ils la paix? Si j'étais moi un leader arabe, jamais je ne signerais avec Israël, c'est normal, nous avons pris leur pays». Il y a eu l'antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute? Ils ne voient qu'une seule chose: nous sommes venus et nous avons volé leur pays. Pourquoi l'accepteraient-ils? Donc voilà, et puis Moshe Dayan aussi qui explique que les Palestiniens ne détestaient pas les Juifs pour le plaisir de les détester, mais qu'ils les considéraient, et note-t-il à juste titre de leur point de vue, comme des Occidentaux, des étrangers, des envahisseurs qui se sont emparés d'un pays arabe pour en faire un État juif. Cette accusation d'antisémite, de nazi, dès qu'il y a réticence au sionisme, hein, Henri Laurence l'explique très bien. Il dit que malgré son passage au politique, eh bien, le sionisme aura tendance à interpréter toute opposition comme étant l'expression d'un antisémitisme intemporel. Et par ailleurs, hein, les sionistes, hein, à partir des années 40, dans les années 40, ils écrivent, hein, les Anglais ont déclaré la guerre aux Juifs, les Juifs combattront, nous chasserons de notre terre sainte les descendants de Titus, un l'empereur romain qui avait détruit le second temple de Jérusalem, à bas le régime nazi britannique qui pèse sur notre pays. Donc c'est une vieille rhétorique, hein, et c'est tout à fait explicable, hein, c'est tout à fait compréhensible en raison de ce passif historique des Juifs dans leur pays, des discriminations dont ils avaient fait l'objet. C'est tout à fait indéniable d'interpréter ces réalités-là à partir des expériences antérieures, mais il faut comprendre qu'un mouvement politique est forcément l'objet de contestation, d'opposition, de résistance, a fortiori quand il se fait au détriment d'autres populations. Et donc il y aura toute une série d'attentats contre les Britanniques de 1944 à 1947, hein, pour précipiter le retrait britannique. Alors il y en aura, donc le plus célèbre est celui de l'hôtel King David à Jérusalem, qui fera 91 morts, principalement des civils, dont le consul espagnol à Jérusalem. Et puis, c'est aussi parce que la politique de l'immigration juive devient de plus en plus restrictive, donc ça pose problème pour le sionisme. Et puis les Palestiniens qui ne prennent pas parti deviennent des frères du sionisme. Donc on voit bien comment la position peut changer d'un jour à l'autre. Et pourtant, ce qui est tout à fait étonnant, hein, c'est que les Britanniques n'avaient ménagé aucun effort euh, pour faciliter l'établissement de l'État juif, hein. Conformément à la déclaration Balfour, eh bien, il y a eu par exemple, l'armement, tout simplement. Les Britanniques avaient armé les sionistes à la fin des années 30, lors de la révolte arabe, mais bien avant, hein. Même des acquisitions de terres avaient été largement facilitées par les Britanniques. Euh, et ce qui fait que même pendant cette vague d'attentats des milices sionistes, l'Irgun, le Stern et la Haganah, eh bien, il y aura des perquisitions et de nombreuses arrestations, mais la répression sera beaucoup moins sanglante que celle de la révolte arabe. Il y a au contraire un traitement de faveur envers les Juifs. Euh, il y a également, comme on l'a dit, le refus de revenir sur Balfour. On a vu dans le mythe numéro 3 que la Chambre des Lords au Royaume-Uni avait voté contre la déclaration Balfour qu'elle considérait comme injuste, et que le vote avait été approuvé par la majorité, mais malgré tout, le Royaume-Uni a refusé de revenir là-dessus. Donc, il est évident que si le traumatisme juif est réel, et je ne pense pas qu'à la Seconde Guerre mondiale, je pense aussi aux siècles antérieurs. Alors, euh, aussi bien dans le monde musulman que dans le monde chrétien, ce ne sont indiscutablement pas du même ordre, hein. Il faut juste rappeler par exemple ce qui s'est passé en Ukraine au XVIIe siècle, hein, des dizaines de milliers de juifs qui avaient été complètement massacrés par les Cosaques. Et c'est peut-être au-delà du traumatisme historique, il y a également une espèce d'instrumentalisation politique, hein, pour faire taire toute contestation. L'attentat du King David en 1946, alors Menachem Begin, hein, qui allait devenir premier ministre israélien, était lui-même recherché par les autorités britanniques en raison des nombreux attentats qu'il avait perpétrés. Et puis, cette étude
Ascani est très intéressante. Alors, il explique qu'il a pu analyser des centaines et des milliers, vraisemblablement des milliers de lettres, tout aussi bien de réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie, en Jordanie, des lettres aussi de combattants, de soldats arabes engagés dans la guerre de 1948, des lettres de juifs marocains qui souhaitaient retourner au Maroc parce qu'ils avaient été écœurés un petit peu par la réalité du pays. Donc, en tout cas, un aperçu très exhaustif. Et puis, il explique que la propagande de la Haganah, de propagande sioniste, était beaucoup plus violente envers les Arabes que celle des Arabes envers envers les sionistes. Et il explique qu'il ne trouve vraiment aucun appel au meurtre de tuer des juifs simplement parce qu'ils sont juifs. Et pourtant, il a collecté énormément de documents, y compris le mythe de jeter les juifs à la mer, qui est, comme il l'explique, très ancré dans la propagande sioniste, et qui avait tout simplement pour but d'exciter cette haine, cette animosité pour gagner. Ce sera très sensible, on va y revenir, mais ces lettres étaient souvent interceptées et certains dirigeants sionistes étaient véritablement outrés de voir que les juifs irakiens n'avaient pas la haine, ne prenaient pas plaisir à tuer des Palestiniens pour venger les humiliations qu'il avait subies en Irak précédemment. Enfin, subies ou en tout cas supposément subies. Ce parallèle aussi entre opposition au sionisme et nazisme ou antisémitisme, eh bien, Élie Dupré revient justement là-dessus. Alors, il considère que l'attaque du 7 octobre a été considérée comme un pogrom, comme les, euh, les troupes justement cosaques en Ukraine du XVIIe siècle, c'est-à-dire la violence exercée par un groupe majoritaire sur un groupe minoritaire, alors que pour lui, c'est plus des attaques épisodiques d'Européens par des natifs américains dans le cadre de la colonisation des États-Unis. Rien ne permet, bien entendu, rien ne justifie le meurtre de civils, mais c'est ce point-là sur lequel il revient, il établit ce parallèle. Et par rapport aux Britanniques, pour revenir rapidement sur les Britanniques, Ben Gurion donc l'avait reproché de ne pas avoir fait assez, et le Royaume-Uni avait répondu qu'il avait dépassé ses ressources et sacrifié les vies de sujets britanniques pour satisfaire les requêtes les plus excessives formulées par les Juifs, et c'est effectivement le cas. Et puis, l'instrumentalisation dont on parlait, elle va bien au-delà. C'est-à-dire que même dans les archives israéliennes, même si beaucoup de documents ont été déclassifiés, il y en a certainement beaucoup d'autres qui ne l'ont pas été. Ascani l'explique, il dit que certains traitent de sujets très sensibles qui pourraient mettre à mal un petit peu la politique ou l'image en tout cas d'Israël, mais en tout cas de ce que nous avons comme élément, eh bien c'est déjà assez conséquent. Par exemple, l'affaire Lavon en 1954 en Égypte, eh bien Israël donc va s'appuyer sur des juifs égyptiens pour préparer une série d'attentats en Égypte et donc accuser les frères musulmans pour, euh, euh, pour que les puissances occidentales se méfient de plus en plus de l'Égypte, donc pour créer un climat d'hostilité envers l'Égypte, eh bien ces juifs égyptiens seront arrêtés en 1954, mais Israël instrumentalisera ces arrestations et donc qualifiera les Égyptiens de nazis, et donc ce sera repris par la presse occidentale. Pendant longtemps, Nasser était appelé le Hitler du Nil. Mais 20 ans plus tard, on a reconnu l'affaire, mais Golda Meir en 1974, et puis à ce moment-là, eh bien, toute identification avec les nazis n'avait aucun sens, c'était de la pure propagande. Shlomit Aloni, qui était une militante, en tout cas pour la paix, disons, qui avait une position un peu plus neutre, eh bien, elle-même expliquait que cette accusation d'antisémitisme visait tout simplement à faire taire toute contestation. Netanyahou lui-même est allé dire que toute enquête par rapport au 7 octobre était de l'antisémitisme. Aux États-Unis aux États-Unis dans le Congrès, l'antisionisme été voté. On a voté donc au Congrès
une loi qui, voilà, qui indiquait que l'antisionisme était de l'antisémitisme. En France, on connaît très bien la citation de Macron. Donc, cette, cette tendance, en fait, à instrumentaliser tout le passé pour justifier les agissements du présent est une constante du sionisme. C'est-à-dire que ce sont les Juifs ont été les seules victimes par le passé, des victimes éternelles. On ne prend pas en compte le contexte. On réduit tout l'exil entre guillemets à de l'antisémitisme. Par exemple, en 1929, on parle de pogrom, alors qu'en réalité, les causes sont bien identifiées. Elles sont liées au sionisme, au conflit relatif au mur des lamentations versus l'esplanade des mosquées, au militantisme de certaines troupes, aux attentats de la Haganah contre des courets du quartier maghrébin musulman. Donc, c'est une constante. Et puis, on nommait que quand il y a eu des déchaînements de violence, eh bien, c'était soit des révoltes où on s'en prenait à tout le monde et entre autres aux juifs. Hein. Par exemple, à Fès, en 1912, il y a eu des émeutes qui étaient liées à l'installation du protectorat français au Maroc, donc une grande crainte au sein de la population. Donc effectivement, des tribus. Alors des tribus de la région de Fès. Hein. Ce ne sont pas des citadins de Fès qui sont allés attaquer leurs voisins juifs de Fès. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur, qui ont saccagé la ville, entre autres, et peut-être particulièrement le Mellah, le quartier juif. Mais les Juifs avaient été accueillis par la cour royale et étaient voilà, c'était des réfugiés comme on peut le voir sur cette image dans le palais. Donc il faut toujours situer les choses dans leur contexte. Par exemple, on cherche à justifier les agissements contre les Palestiniens en expliquant que la situation des Juifs était désastreuse en Palestine avant le XXe siècle. Mais c'est un non-sens historique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas euh, ce serait difficile d'argumenter tellement c'est dénué de sens. Euh, Par ailleurs, entre le XVIe et le XXe siècle, en Palestine, il n'y a eu que très peu de pogroms, enfin de ce qu'on pourrait appeler pogroms. Il faut rappeler que certains d'entre eux avaient été perpétrés par les Druzes dans des contextes d'insurrection, bien sûr. Les Druzes qui aujourd'hui sont des alliés, ou alors voilà, des alliés d'Israël. Donc, reprocher aux Palestiniens, enfin, et encore, c'est-à-dire que l'on ne peut expliquer des situations présentes par le recours au passé où les situations étaient différentes. Sinon, je pense que plus rien ne pourrait tenir. Un autre élément de propagande qui est lié à cela, c'est le départ des Juifs orientaux, c'est-à-dire des Juifs du Maroc, au Yémen, à l'Irak, que l'on explique par un antisémitisme pur et dur. Et pourtant, la situation est à prendre vraiment, à comprendre dans son contexte. Hein. En 1742, par exemple, à Tibérias, eh bien, un rabbin avait défendu la ville. Hein. Donc la ville, ça inclut bien sûr des musulmans, des chrétiens et des juifs. Et puis, contre l'insurrection d'une tribu bédouine environnante, hein, une tribu donc musulmane. Et puis, les musulmans de la ville, donc les citadins musulmans de Tibérias, avaient nommé le rabbin chef de la ville pour le remercier. Donc encore une fois, le contexte est très important. Alors, il y a eu aussi, donc, au XIIe siècle, au Maroc, en Andalous, des persécutions de la dynastie almohade contre les Juifs, donc les obligeant à se convertir. Alors, bien entendu, donc, beaucoup ont fui, etc., mais certains y ont vu, en fait, l'appel du Messie. Donc certains se sont spontanément convertis parce qu'ils considéraient que le Messie est arrivé, que le Messie c'était les Almohades, comme l'explique Simon Lévy. Et puis Maïmonide, par exemple, qui a vécu cette période-là, qui a fui ces persécutions, et ben, s'est réfugié dans une autre terre musulmane, il s'est réfugié au Caire. Donc cette homogénéité du monde musulman qui aurait été hostile aux Juifs pendant 1300 ans, eh bien c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Le Purim de los Cristianos, c'est une fête, un Purim, hein, qui était célébré par les Juifs marocains après la victoire du Maroc sur les Portugais au XVIe siècle, c'est-à-dire les Portugais et les Espagnols, qui étaient évidemment les ennemis des Juifs parce qu'ils les avaient expulsés quelques décennies auparavant. Et donc on a soutenu les musulmans du pays, hein, les voisins musulmans. Et cette fête a été célébrée et
est encore célébré tous les ans le 4 août. Donc, en lisant Vincent Lemire, eh bien, on ne peut que réfuter hein, certaines conclusions hâtives de Nathan Weinstock, qui, par exemple, écrit donc un livre assez voilà, un parti pris quand même assez où il y a un parti pris assez flagrant. Et puis cet article-là sur le site de Mediapart, eh bien, de Sébastien Gonzalez, réfute un petit peu, il donne d'autres éléments, par exemple, il montre bien que l'idée présentée par l'auteur, eh bien, voilà, est évident, que l'auteur lui-même est conscient, amalgame et fait des impasses volontairement. Par exemple, quelques exemples hein, que Nathan Weinstock lui-même donnera. Les justiciables juifs préféraient solliciter le tribunal de la charia plutôt que le tribunal juif. C'est donc qu'ils avaient confiance en ce tribunal qui statuait en équité. Donc chez les musulmans de Palestine. Pareil, euh, en 1856, le pacha de Jérusalem demanda à la communauté juive de prier elle aussi pour l'eau sur le site même du temple sacré pour les musulmans. Donc, c'est qu'il y avait une reconnaissance que la prière des juifs peut avoir un sens, une efficacité. Et puis, en 1861, à la mort du sultan, on remettait les clés de Jérusalem au grand rabbin séfarade, qui les restituait ensuite au sultan nommé. Donc, bien sûr que les juifs étaient euh, une minorité, donc toute minorité, là où elle vit, eh bien, subira toujours des injustices qui sont à comprendre dans le contexte, bien entendu, local. Et par rapport à ce que ce mythe permet donc de justifier, c'est alors notamment beaucoup de propagande, mais moi, pour être honnête, hein, pour vous donner un avis tout à fait personnel, pendant très longtemps, j'étais convaincu que la justice, en tout cas, se trouvait quelque part au milieu. Hein, se trouvait, à dire que les Palestiniens avaient commis donc des torts et que les Israéliens aussi, et donc il fallait trouver un compromis. Mais plus on s'intéresse en fait à la propagande, aux informations israéliennes, mais plus on se rend compte que c'est truffé d'approximations. On balance parfois des chiffres sans les expliquer, sans les mettre dans son contexte. On inverse les rôles et c'est absolument incroyable. Hein. Et c'est la raison pour laquelle mon travail s'est articulé sur plusieurs mythes à réfuter. Par exemple, sur le screen de gauche, on voit que il n'y a pas eu de nettoyage ethnique en Palestine parce que la population palestinienne n'a fait qu'augmenter depuis 1960. Très bien. Alors que fait-on maintenant des Palestiniens qui vivent à l'étranger, qui ont été expulsés en 1947, 48, 49 et 50? Parce qu'on oublie, je le répète, mais l'expulsion n'a pas eu lieu qu'en 48 ou en 47, elle a eu lieu également il y en a eu également après l'armistice de 49. À partir de 49-50, peut-être même 51, on va expulser systématiquement des populations comme à Ashkelon, comme dans d'autres villages, comme dans le Negev. Hein. Beaucoup de Bédouins seront expulsés vers l'Égypte. Donc, que signifie cette capture d'écran? Elle ne signifie absolument rien. Pareil, la capture d'écran de droite n'a aucun sens. Parce qu'à les lire, en fait, on a l'impression que ces pays-là, donc l'Égypte, le Maroc, la Tunisie par exemple, eh bien, auraient procédé à un nettoyage ethnique programmé, c'est-à-dire à faire partir les juifs manu militari, ce qui est absolument faux. Comme l'explique justement cet article-là d'Haaretz, hein, qu'on ne peut accuser d'être antisémite ou complotiste, hein, qui explique que Israël a lui-même eu un rôle très important dans la détérioration des relations entre les Juifs et leur gouvernement. Bon, et les populations voisines. Hein. On l'a vu dans le cas de l'Égypte où les Juifs égyptiens avaient eux-mêmes comploté contre leur gouvernement au service du Mossad. Donc ça a évidemment créé un climat de suspicion très notable. Et l'exemple de l'Égypte n'en est qu'un parmi d'autres. Hein. Ça s'est passé comme ça en Irak particulièrement et dans d'autres pays.